Bienvenue Aurélia dans le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui parce que on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, surtout en ce moment. C'est comment on pivote dans son entreprise, dans ce qu'on est en train de créer, dans ce qu'on offre au monde et comment on réintègre sa part artistique. Et pour moi, tu es un exemple concret, phare de ce qui se passe, qui est un mouvement collectif global aujourd'hui de beaucoup de chefs d'entreprise, entrepreneurs qui ont eu des entreprises à succès et qui se disent mais là j'ai envie de prendre un virage et j'ai envie d'œuvrer autrement. Et on s'est rencontrés, on a commencé à échanger, je crois fin septembre au mois d'octobre, parce que tu souhaitais rentrer dans Shine. Aujourd'hui, tu es rentré dans le Mastermind Shine, et c'est quelque chose qu'on explore beaucoup parce qu'on a toute envie de, tu vois, de créer le nouveau paradigme business, d'œuvrer différemment, d'intégrer notre part artistique, notre part féminine qui on est. Et toi, le domaine dans lequel tu œuvres aujourd'hui, le nouveau paradigme que tu mets en place, c'est le nouveau paradigme amoureux. Tu parles d'alliance amoureuse. Et c'est pas anodin ton virage parce qu'avant, tu étais business coach. Donc vraiment dans business coach, dans l'entreprise, avec une entreprise à succès. Et aujourd'hui, tu es vraiment plus dans l'alliance amoureuse, l'accompagnement avec des espaces sacrés. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire aujourd'hui comment tu œuvres, mais aussi d'où tu viens? Quel a été ton parcours? Merci Amandine pour cette belle introduction. Euh, alors j'aime bien aujourd'hui me définir simplement après avoir cherché plein d'étiquettes et plein de casquettes en disant que je suis juste une amoureuse de l'amour. Parce que c'est vraiment ça. J'ai juste envie d'émaner cette vibration parce que pour moi, je vais t'en parler tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est vraiment quelque chose qui peut changer, justement nous aider à changer de paradigme. Je me sens être une femme libre aussi, et c'est ce qui fait que j'ai fait des choix courageux tout au long de ma vie. Tu parlais de ce virage entrepreneurial, mais finalement, je me suis entraînée à être courageuse bien avant, et ça aide quand on a un désir de liberté fort. Dans le business en ligne, souvent, on a la valeur liberté qui est très très forte. Eh bien, on est obligé de faire des choix courageux. Ça ne peut pas être autrement. Donc moi, la vie m'a invitée à faire des choix courageux, beaucoup à travers mon histoire de maman. Je suis maman de 3 enfants, de 3 unions différentes. Et très tôt, j'ai appris à être dans une forme de détachement par rapport à ce qu'on pourrait imaginer du désir que nos enfants sont à nous, en fait. Donc moi, quand mon premier fils a eu 2 ans, il a été enlevé par son papa à l'étranger. Donc j'ai vécu un enlèvement parental pendant 7 mois. Et donc ça a été mon réveil. Je me suis mise debout en tant que femme pour aller chercher mon fils. Et donc je l'ai retrouvé au bout de 7 mois avec tout ce qui va avec. Voilà, ça a été une magnifique aventure initiatique pour réussir à le retrouver. Et puis quand ma fille a eu 4 ans, donc plusieurs années après, comme j'avais pas encore complètement compris, j'ai perdu la garde de ma fille qui avait 4 ans. Pour là, c'était des histoires de chasse aux sorcières, de choses comme ça. Et là, j'ai compris que en fait, ce que la vie m'invitait à expérimenter, c'était d'ouvrir mon cœur à une autre forme d'amour que la mère de ses enfants. J'ai vraiment ouvert en fait et compris cette dimension de la mère avec un grand M, de la mère qui aime. Voilà, ça a été ça a été des expériences très très fortes pour moi, et une invitation à me rappeler que je suis ici sur la terre pour ça, en fait. Je suis ici sur la terre pour rappeler à chacun ce qu'est l'amour, qui n'est pas un désir de possession en fait sur l'autre, mais qui est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Donc ça a été les premières initiations que j'ai vécues, et aujourd'hui, la vie m'a ramenée à nouveau dans ce qui est mon chemin, et à travers la relation amoureuse, enfin, les relations amoureuses, et comment est-ce qu'on peut passer de l'amour relationnel, humain, amoureux, à un amour divin dans nos relations. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours fort dans les grandes lignes en tant qu'humaine sur cette planète.
Eh bien, tu commences fort. C'est très émouvant ce que tu partages. Je ne connaissais pas l'histoire avec tes enfants. Je pense que ça a dû toucher aussi les personnes là qui nous écoutent. Enfin, moi, ça m'a bouleversée de l'intérieur. Merci vraiment de nous le partager. Je... C'est vraiment un sujet vaste. J'ai juste envie de te poser la question par rapport à ce sujet. C'est qu'est-ce que ça t'a permis concrètement de faire grandir à l'intérieur de toi? Parce qu'il y a des personnes qui pourraient être dévastées là par ce que tu as raconté. Mm. Et sans doute que tu as dû passer par des états Mm. même un peu terrifiants, tu vois. Mm. Qu'est-ce que ça a permis de faire grandir à l'intérieur de toi? La Tu foi, nous as déjà dit, hein, à la fois. la foi. C'était évident, j'avais pas d'autre choix, sinon je mourrais. Soit je mourrais, soit je me raccrochais à quelque chose de plus grand que moi. Alors, à l'époque où c'est arrivé, en plus, j'avais pas encore démarré mon chemin spirituel, ça a vraiment été le début. Ça a été le début de mon chemin spirituel. Donc, c'est ça. Et puis, la deuxième fois, quand ça s'est passé avec ma fille, j'ai compris que j'avais plus à être une guerrière non plus. Que ma fille, j'allais la retrouver, mais sans avoir besoin d'être dans une forme de revendication et d'y aller avec les armes que j'avais pu utiliser avant. Donc j'ai revécu en fait le process de pouvoir reconnecter un lien avec ma fille, mais plus avec le mode guerrière que j'avais expérimenté sur la première fois. Tu sais, ce mode guerrière, dans le milieu des femmes, et notamment de l'accompagnement en ligne, on est beaucoup à l'expérimenter. Ouais. Le mode guerrière, il va s'illustrer de plein de manières possibles. Moi, je le vois dans les accompagnements, c'est quand on fait par exemple de la manifestation de la pensée créatrice, qu'on veut contrôler le résultat et que c'est là, et tant qu'il n'est pas là, on y va, et en fait, on finit par se faire du mal à nous-mêmes. Ce mode guerrière, il s'illustre, je le vois de cette manière-là. Est-ce que tu aurais des clés à nous partager sur comment ce mode guerrière, il s'est un peu décristallisé à l'intérieur de toi? Alors, si je te parle de, tu veux, la vision entrepreneur, comment ça s'est décristallisé, parce que je l'ai vécu du coup en tant qu'entrepreneur, je me suis quand même retrouvée à être à nouveau dans un mode, ce que j'appelle yang blessé, c'est-à-dire ce que toi t'appelles ce mode guerrière, c'est une forme de j'y vais, je passe à l'action, j'ai un objectif, je fonce, je vais y arriver coûte que coûte. Et pour moi, c'est pas un yang sacré du tout, ça. C'est un yang blessé et je me suis quand même retrouvée à jouer ce jeu-là à un moment donné parce que j'avais l'impression que c'était la seule manière de réussir dans l'entrepreneuriat. Que les seuls modèles que j'avais, c'était ceux-là. En tout cas, ce qui arrivait jusqu'à moi, c'était ça. Donc, j'ai quand même exploré ça. Et ce qui a fait que j'ai arrêté, enfin ça a commencé à se décristalliser comme tu dis, c'est juste que j'étais épuisée en fait. Et c'est ce que vivent une grande partie des entrepreneurs. C'est à un moment donné, on arrive au bord du burn-out, voire au burn-out, et on se dit c'est plus possible quoi, c'est pas possible, il doit y avoir un autre chemin, ça peut pas continuer comme ça. Il y a une confusion en fait sur ce qu'est la croissance, je crois. On met beaucoup derrière l'idée de croissance, l'idée de développer sa clientèle ou son chiffre d'affaires, peu importe presque les conséquences. Et donc chacun ses critères, bien sûr. Moi aujourd'hui, le critère numéro 1, c'est mon niveau de joie, mon niveau de bien-être physique dans mon corps, vraiment. Et la qualité relationnelle que je vais avoir avec les gens avec qui je suis en lien, que ce soit mes partenaires, mes clients, vraiment la qualité relationnelle. Et ça, c'est primordial. S'il n'y a pas ça, c'est même pas la peine de me dire d'aller chercher à créer de l'argent, en fait. Ça m'intéresse plus, je peux plus. Je suis plus en capacité de faire ça. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on est au bord du burn-out ou en burn-out. C'est vraiment un message de notre âme qui passe par le corps, qui nous dit stop, quoi. Stop, change de voie, essaye autre chose. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as changé de voie. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce tournant que tu prends donc avant tu accompagnais, mais en fait j'allais dire avant tu accompagnais en tant que business coach, mais pas que en fait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours
Hmm. Alors, avant d'être dans l'accompagnement, j'étais même dans le monde du spectacle. Donc, c'est aussi le lien, je reviens au monde artistique parce que ça a toujours fait partie de moi. C'est quelque chose qui me nourrit profondément. Donc, j'étais directrice de structure culturelle et je programmais des spectacles. Et puis, à un moment donné, dans ce process, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Confidence de mère, où j'ai été recueillir des témoignages sur la maternité, encore. Et j'étais tellement bouleversée par ce que j'ai entendu, tellement que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis sentie investie d'une mission, là, tu vois, de me dire, il faut que je fasse quelque chose pour accompagner ces femmes. Donc, j'ai commencé à me former pour devenir thérapeute. Et puis, petit à petit, voilà, j'ai lâché le monde du spectacle vivant pour aller vers l'accompagnement. Et quand j'ai plongé dans le monde de l'accompagnement, que je me suis formée, que j'ai commencé à recevoir des soins et tout ça, il y a des choses qui se sont ouvertes. J'ai reconnecté des parts de moi. Et c'est comme si je me souvenais. Donc, tout ce qui était lié au féminin sacré, je n'avais pas besoin de l'apprendre, en fait. C'était à l'intérieur de moi, c'était déjà là. J'avais juste besoin de me souvenir. Donc, quand on dit ça comme ça peut faire bizarre, mais en fait, en faisant des soins, en rentrant en état modifié de conscience, il y a des choses qui sont revenues et qui réinformaient mon corps. Et voilà, et ça s'est fait. Du coup, j'ai créé un programme en ligne pour accompagner à la guérison du féminin. Et mon aventure d'entrepreneur sur le web a démarré comme ça. Voilà, j'ai créé, à ce moment-là, c'était l'école des femmes lumière. Donc, et ça a super bien marché dès que j'ai démarré. C'était le tout début aussi. Donc, j'ai accompagné des femmes sur la voie de la guérison du féminin. C'était mon chemin aussi de guérison à moi. J'ai eu envie d'aller explorer le masculin et donc je me suis dit que la voie de l'entrepreneuriat, c'était un bon chemin pour explorer son yang, son masculin. Donc j'ai été explorer la voie de l'entrepreneuriat. Et donc ça m'a amené à devenir business coach à un moment donné, où ma spécificité, c'était de relier business et spiritualité, bien sûr, pour ramener cette dimension du yin et du yang, voilà, qui nous est chère à toutes les deux. Oui. Et aujourd'hui, tu as choisi, tu me confirmes, hein, de ne plus être business coach, mais d'œuvrer uniquement pour accompagner. Et notamment, tu vas organiser une résidence artistique dans très peu de temps, dans quelques jours là. Est-ce que tu peux nous parler déjà globalement de comment tu accompagnes aujourd'hui ton univers et ensuite, après, on parlera de la résidence artistique. Donc après cette aventure de business coach, il m'a quand même fallu un temps de 2 ans de vide, juste pour arriver à recréer autre chose, à changer d'identité, à déconstruire, à laisser se dissoudre l'ancien. Et ça, c'est vraiment un temps important. Ça peut durer que quelques semaines, mais c'est un temps nécessaire quand on veut faire un virage, se transformer. On ne peut pas passer à côté de cette période de vide. C'est nécessaire. Le fait d'accepter ça, d'accueillir ça, a permis de laisser jaillir autre chose qui est passée par mon expérience de vie, parce que je ne peux passer que par mon expérience de vie pour sentir c'est quoi la suite en fait de ce que j'ai à transmettre. Et ça s'est passé par une rencontre amoureuse. Donc j'ai fait une rencontre amoureuse alors que j'étais déjà en couple. Donc ça a fait un bug dans mon cerveau. Je me dis, oh, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut aimer plusieurs hommes avec le même désir de qualité en fait dans la relation. Et donc ça a créé un chaos dans ma vie, et en même temps il y avait une certitude que j'étais dans la justesse. Il y avait quelque chose qui était hyper aligné, hyper ancré. J'avais pas l'impression d'être dans enfin il y avait pas cette notion de dualité, c'est bien, c'est mal. Au contraire, c'est comme si mon cœur s'ouvrait, et là je fais le parallèle avec ce que j'ai raconté au début de la relation avec mes enfants et de la séparation que j'avais eue, etc. En fait, le fait de pouvoir aimer plus que juste la dimension du couple, et bien avec cet état amoureux, ça a ouvert mon cœur. Et je me suis rendu compte que j'avais été enfermée en fait dans cet amour-là. Je
On peut pas s'en rendre compte, on peut pas l'imaginer. Mais j'étais enfermée dans ma capacité à aimer. En fait, j'avais une capacité d'amour qui était beaucoup plus grande que celle juste. Enfin, je dis juste, c'est déjà énorme en fait de pouvoir vivre. En plus, j'étais dans une relation de couple sacré, donc une belle relation. Mais en fait, j'avais la capacité d'aimer encore plus. Et j'étais dans quelque chose de trop petit pour moi. Donc j'ai exploré ça. Voilà, et toute cette exploration aujourd'hui, c'est ce que j'ai besoin de partager parce que c'est trop important, c'est trop essentiel de partager que oui, on a la capacité, et peut-être certaines le sentent, certaines et certains sentent que on peut aimer plus grand, on peut aimer plus. Et on est coincé dans des schémas, on est coincé dans des histoires de trahison, de choses comme ça. Alors qu'en fait, ça peut être harmonieux, ça peut être sacré, ça peut être respectueux, ça peut être tout ça, en fait. Et il y a tout ça dans ma vision de l'amour. Quand... Non, vas-y. continue, et je partagerai une expérience qu'on a vécue après. Vas-y, continue. Quand j'ai senti, en fait, cet amour prendre cette place-là dans ma vie, j'ai vraiment senti l'énergie de la déesse prendre toute sa place dans mon corps, en fait. Et comme si avant, je ne l'avais pas autorisé, tu vois, c'était puissant. Comme si avant, je m'étais limitée dans l'expansion de l'amour que je pouvais m'autoriser et vivre. Et ça a été très, très fort puisque mon corps s'est vraiment transformé. Je me suis connectée je pense que c'est se connecter à la source, en fait. Je suis devenue femme fontaine juste de cette ouverture du cœur. C'était tellement, tellement puissant pour moi. Et donc, j'ai compris que, en fait, le chemin amoureux, le chemin de la relation amoureuse, c'était pas juste un petit truc sans importance qu'on fait après son boulot. Non, en fait, c'est le cœur de notre humanité. Tu vois, c'est le cœur. Et pour moi, l'alliance amoureuse, je parle d'alliance amoureuse aujourd'hui, parce que du coup, ça nous sort des conditionnements sur le couple, etc., et de tous les grégores qu'il y a au-dessus. Donc l'alliance amoureuse, pour moi, c'est un chemin spirituel de réalisation du soi à travers la relation à l'autre. Parce qu'on ne se perd pas, on ne s'oublie pas, il y a vraiment la conscience que nous sommes invités chacun à cheminer toujours sur notre process individuel. Mais si on n'inclut pas l'autre dans notre chemin, à un moment donné, comment notre humanité elle va évoluer, comment on va changer de paradigme? C'est pas possible. Donc le chemin spirituel et le chemin de développement personnel, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de parler de chemin de développement relationnel et de voir comment on inclut l'autre dans ce chemin spirituel. Merci pour tout ce que tu partages. Je donne une petite précision pour les personnes qui nous écoutent. Par rapport à ce que tu dis, ça peut percuter, ça peut faire qu'on peut remettre en question son couple. Attends, mais ça veut dire qu'on est enfermé, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais l'illustrer par une expérience qu'on a vécue. Au mois d'octobre, on était à Paris et c'était une rencontre du Mastermind Shine qui a lieu tous les trimestres. Et donc là, on s'est rencontrés tout ensemble. Et tu as partagé sur le polyamour, qu'on peut appeler comme ça ou différemment, et sur le fait d'ouvrir son cœur et son corps du coup, mais son cœur à une autre personne alors qu'on est déjà en couple et qu'on aime déjà. Et ça a amené plein de questionnements autour de la table, je me souviens, dont des personnes qui sont en couple et qui se disent « Ah oui, mais est-ce qu'on est enfermé dans notre couple? Non, est-ce que ça me correspond, etc. » Et ce midi, justement, je déjeunais avec des amis. Et il y avait une personne qui était là, il s'appelle Matthew, il habite à Pai en Thaïlande, parce que là je suis en Thaïlande. Et lui, il explore le polyamour depuis très longtemps. Et il a fait justement un podcast avec Anne-Claire Méret, dont on parle souvent dans le Mastermind Shine. Il a fait un podcast avec Anne-Claire Méret parce que c'était son premier amoureux à elle en polyamour. Et elle l'a invité pour qu'il parle du polyamour. Et on en discutait ce midi, et notamment avec Lise, une amie qui était là aussi, et qui disait, moi on a écouté des audios sur le polyamour avec mon compagnon, on est en couple et on n'a pas envie d'ouvrir, mais de se poser ces questions-là en couple, et en fait, ça nourrit le couple. Donc, le partage que j'ai envie de faire pour toutes les personnes qui écoutent, c'est soit vous êtes peut-être un peu comme moi, ou quand j'entends Aurélia, je me dis « Ah oui, mais je sens, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je sens, mon âme, elle me dit oui, il y a quelque chose à explorer. » Tu vois,
vraiment, je me fonds dans ce que tu partages tellement ça rentre en résonance très forte avec mes cellules. Donc déjà, je te remercie de partager sur ce sujet parce que je vois à quel point ça nourrit, en fait, à l'intérieur. Et il y a peut-être des personnes qui se disent « Ah bah non, peut-être pas », mais je vous invite vraiment à écouter cet échange avec ce que ça peut amener comme nouvelle question pour nourrir encore plus votre couple existant. Moi, je trouve que c'est magique d'oser explorer des sujets qui sont pas forcément confortables, mais qui vont amener encore plus de grandeur à l'intérieur de nous. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose là-dessus, Aurélia? Merci d'avoir partagé sur ça. Effectivement, l'idée, c'est pas d'inviter tout le monde à vivre cette expérience ou à se reconnaître dans cette expérience, mais de juste se poser les questions sur... C'est exactement ça, ce que tu as dit, c'est se questionner. Moi, je me suis rendu compte que les questionnements ou les sujets qui apparaissaient, c'était... Alors que je pensais pas que ça... je pensais pas que ça faisait partie de ma vie. C'était comment est-ce que je suis dans ma relation avec l'autre par rapport à la possession ou à la domination. Et en fait, on a l'impression qu'on est libre, mais finalement, avec tout ce qu'on porte de notre histoire, du transgénérationnel, de l'égrégore au niveau de l'inconscient collectif, etc., on n'est pas si libre que ça. Voilà. Donc c'est juste se questionner sur où on en est et avoir de la clarté et être conscient en fait. Mais ça ne veut pas dire changer sa vie ou parce que parfois on a besoin d'une grande sécurité et que choisir la liberté, ça demande aussi de remettre en question des choses qui vont peut-être nous insécuriser. Et en fonction de notre histoire, en fonction des traumas qu'on a pu avoir, on n'est pas prêt en fait à aller contacter cette insécurité. Donc c'est chacun son chemin, chacun fait avec ce qui est le plus doux pour lui. L'idée c'est pas de se faire du mal, c'est pas de se faire violence, c'est de se respecter, d'être bienveillant avec soi-même et de voir voilà, quelles explorations sont possibles par rapport à la sécurité dont j'ai besoin. Et là, par rapport à tout ce que tu partages, des personnes qui pourraient se dire, bah, en fait, c'est merveilleux, ça me donne envie. Est-ce que tu aurais un partage à faire sur comment cheminer, sur justement comment aller sur le chemin de l'alliance amoureuse? Alors, nous, l'invitation pour aller sur ce chemin de l'alliance amoureuse, c'est d'aller contacter des archétypes, en fait, et de recontacter des forces pour les réintégrer en soi. Donc, la proposition, c'est par le corps, donc par la danse. Et du coup, d'être aidé, accompagné par ces forces. Parce que pour moi, il n'y a pas de... Quand tout est juste, en fait, il n'y a pas... il n'y a rien à faire, mais dans le sens, c'est juste laisser la vie, en fait, nous guider, laisser la vie. Et en fait, le chemin de l'amour et le chemin de l'alliance amoureuse, c'est de mettre le moins de résistance possible à l'amour. Donc c'est identifier, en fait, où est-ce que je peux avoir des résistances. Et pour moi, ça passe vraiment par le corps. Enfin, aujourd'hui, c'est... Donc apprendre à se reconnecter à son corps aussi, si ce n'est pas encore là. Et écouter comment l'amour peut circuler davantage, comment en fait on met le moins de résistance possible à l'amour. L'amour, c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie qui nous guide à toujours faire les meilleures expériences pour nous, même si on a l'impression que ça peut être difficile. C'est la meilleure expérience pour nous faire grandir. Et moi, je ne vois pas l'alliance amoureuse comme quelque chose qui doit être quelque chose pour se rassurer l'un l'autre. Je vois l'alliance amoureuse pour comment est-ce qu'on s'empuissance l'un l'autre pour grandir et être sur notre mission, sur notre chemin d'âme. Pour moi, c'est ça l'alliance amoureuse. Donc,
voilà, c'est où est-ce que vous en êtes chacun dans votre désir par rapport à votre relation amoureuse. Parfois, on a l'impression que et je en fait, c'est pas se dire ça va pas donc je vais faire autre chose. C'est ok, ça circule bien dans ma relation, c'est ok dans ma relation. Comment est-ce que on peut encore s'enrichir et encore grandir dans notre relation amoureuse? Comment est-ce que on peut passer de notre alliance amoureuse de l'entité 2 à une alliance amoureuse qui rayonne et qui permet de créer plus d'amour sur la terre? Alors justement, le concept de l'amour, j'aimerais bien que tu puisses l'éclaircir un peu en te posant une question très spécifique. Parce que souvent, on voit l'amour comme un état euh, harmonieux, peut-être inatteignable. Et j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que dans l'alliance amoureuse, il n'y a plus de conflit? Euh, Dans l'alliance amoureuse, il y a une communication authentique qui permet d'aller écouter quand il y a un début de conflit qui se prépare pour pouvoir le dissoudre et le désamorcer. Et c'est vraiment une histoire de conscience, tu vois. C'est s'il y a un début de conflit, eh ben c'est qu'est-ce qui se met en place pour que ça ne se transforme pas en quelque chose d'explosif, mais on va l'image que je pourrais avoir, c'est, tu vois, il y a le début du conflit qui arrive et il arrive dans un espèce de truc cotonneux. Et du coup, il arrive dans un espèce de truc cotonneux et ça se dissout. Il n'y a pas besoin que ça explose, en fait. Pour moi, c'est ça. Oui. En fait, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça, je trouve que ça rejoint vraiment à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a cette notion de courage qui est importante. C'est que, et aussi, je pense que dans tes espaces où tu accompagnes, tu dois accompagner, à mon sens, à accroître les perceptions subtiles à ressentir. Parce que ressentir qu'il peut y avoir un conflit avant que le conflit apparaisse dans la matière, c'est des perceptions subtiles, et ça veut dire avoir le courage d'y aller. Moi, je te dis ça, je te le partage parce que là, du coup, je te disais juste avant qu'on démarre cet entretien que je sortais d'un endroit qui avait été assez conflictuel, tendu, rapport de force. Et en fait, ce que je vois, moi, ce qui s'est joué pour moi, c'est que j'ai senti tout ce qui était dissonant et je n'ai pas eu le courage et je n'ai pas pris le temps d'aller repositionner les choses quand c'était encore dans le champ subtil et pas inscrit dans la matière. Et donc aujourd'hui, j'en récupère mon manque de courage, et ben j'en récupère la merde, parce que c'est la merde. Mais et ça va se résoudre parfaitement bien. Mais voilà. Est-ce que ça illustre un peu ce que tu dis? Carrément, complètement. Et, et tu as complètement raison, ça demande du courage. Ça demande du courage d'aller dire, d'aller exprimer quelque chose, un ressenti, même si en plus on n'a pas encore les faits qui sont là. Juste on a un ressenti. Et donc c'est vraiment voir son hypersensibilité, sa capacité à ressentir les choses comme une force à mettre au service d'une communication encore plus authentique, encore plus vraie, euh, d'oser aller dans ces espaces-là. Euh, et moi, pour moi, tu vois, c'est peut-être plus difficile dans les relations professionnelles d'aller dans ces espaces que dans la relation amoureuse où je dis tout de suite, en fait, je dis les choses vraies parce que je sais qu'en face, l'autre va être en capacité, ou pas en capacité, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se créer pour que tous les deux, on arrive à être suffisamment dans une intelligence relationnelle pour être en capacité de s'écouter et de trouver comment voilà, la solution qui va émerger. Et ça demande vraiment de faire confiance en fait à l'autre, même dans une relation professionnelle. Ça nous demande d'avoir confiance dans cette intelligence relationnelle qu'on peut développer. Mm. Hmm. Merci pour ton partage. Et du coup, quand tu parlais d'archétypes tout à l'heure, de danse, d'exploration, est-ce que c'est ce que tu proposes dans ta résidence artistique qui a lieu prochainement, ou est-ce que c'est un autre sujet? Alors, ça en fait partie, c'est-à-dire que dans la résidence artistique qui s'organise là bientôt en décembre, donc déjà c'est la deuxième résidence, et dans l'idée, il y a l'envie de créer un spectacle
Donc, c'est des résidences qui sont des préparations à commencer à créer une troupe et d'aller vers la création d'un spectacle. Et forcément, comme on est dans cette énergie de alliance amoureuse, il y a tout un écosystème qui se construit autour. Et l'idée, c'est de faire danser les dieux et les déesses du Nouveau Monde à travers ce spectacle. Voilà. Donc, dans la résidence du mois de décembre, qui s'appelle Alliance Sacrée, chacun va être invité à la fois à explorer son unicité, vraiment aller connecter c'est quoi mon essence et qu'est-ce qui a envie de s'exprimer sur un espace scénique là, comment les autres, comment le collectif qui est autour peut venir en soutien pour faire une co-création au service de chacun. Ça, c'est des explorations comme un laboratoire en fait. Et puis, il y a l'exploration de ces forces archétypales de l'alliance amoureuse. Donc, moi, j'en ai identifié j'ai 4 couples là qui vont être explorés dans le process de l'alliance amoureuse. On a Kali et Shiva pour tout ce qui est dissolution de l'ancien. Il y a Eros et Aphrodite pour venir réveiller cet érotisme sacré et la pulsion de vie en fait au service de nos créations. Il y a Adam et Ève pour l'unification des polarités féminin-masculin. Et puis Jésus et Marie-Madeleine pour leur alliance au service de l'humanité. Donc il y a aussi, pour ceux à qui ça parle, il y a la dimension christique de toute façon qui est très présente sur mon chemin depuis toujours. Donc qui transparaît aussi dans les fréquences de cette alliance amoureuse. Tu vois, quand tu parles d'un couple Kali-Shiva, je trouve ça beau parce que donc Kali-Shiva, c'est la destruction. Souvent, on a un peu peur de ces énergies-là. Tu vois, moi, Kali, j'avoue, son énergie, elle me fait un peu peur. À chaque fois que je rentre dans l'énergie de Kali, je fais « Oh là là, mamma mia, qu'est-ce qui va se passer ?» quoi. Et là, la manière dont tu l'as illustré, c'est... Oui, en fait, on a besoin de Kali et Shiva pour dissoudre l'ancien. C'est une étape nécessaire, en fait. Oui, comment ça va? Et encore une fois, c'est pas obligatoire de passer par quelque chose d'explosif. Si on l'écoute avant, en fait, et si on résiste pas à la dissolution de l'ancien. En fait, c'est toujours pareil, c'est les résistances qui vont créer que ça explose et que ça se transforme en quelque chose de difficile et de douloureux. Pour qui est ce type de résidence? Parce que je me dis, est-ce qu'il faut avoir un niveau d'un point de vue... Peut-être que ce que je perçois, tu vois, dans ce que tu décris, c'est peut-être quand même un certain niveau d'empuissancement et de souveraineté. Qui est-ce que tu attends au sein de la résidence pour que l'alchimie, elle puisse se passer entre tout le monde? Alors, c'est quand même des personnes qui sont déjà sur un chemin depuis... alors, c'est pas depuis un certain temps, c'est pas une question de temps, surtout aujourd'hui, mais qui sont déjà avec cette conscience du divin dans leur vie. Ça, parce que sinon, on n'aura pas le même langage, ça va être compliqué. Et à travers cette conscience du divin, eh bien là, on peut appeler les dieux et les déesses, les archétypes, et les faire rentrer dans notre champ vibratoire et danser avec, etc. Donc il y a cette conscience qui est importante. Après, ça peut être des personnes qui sont dans leur souveraineté, comme tu dis, avec des profils d'entrepreneurs ou des personnes qui sont créateurs de leur vie, en fait. Et puis, c'est aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'artistes qui n'ont pas d'espace d'exploration qui intègre la dimension spirituelle. Des artistes qui sont connectés, en fait, qui sont... ils vont pas toujours rechercher des résidences au niveau technique, au niveau technicité, mais là, c'est leur proposer un espace où ils vont ils vont explorer d'autres choses au niveau artistique avec cette dimension vibratoire, artistique, énergétique, alchimique qui est présente. Donc c'est ces personnes-là et c'est ces mariages-là qui se font. Ça me fait penser, ce que tu partages là, c'est que je sens aussi que dans le milieu artistique, il y a un nouveau paradigme qui émerge. Qu'avant, le milieu artistique était beaucoup basé sur des techniques, même si on allait explorer le champ émotionnel, etc.
la couche spirituelle était quand même un peu manquante. Ouais. Et là, par rapport à ce que tu proposes, ça me fait penser à ça. Au sein du programme Bélive, au sein des Terres d'Alma, on a Emel qui a créé une école de théâtre sur Paris pour réunir et aller beaucoup plus dans une démarche holistique qui prend tout en compte. J'ai l'impression que, oui, que même le milieu artistique est en train d'intégrer le nouveau paradigme avec une couche multidimensionnelle. Et ce que tu proposes, c'est hyper innovant en fait. Enfin, pour moi, c'est les prémices de quelque chose de nouveau qui va ressortir, quoi. C'est chouette que tu témoignes de ça. J'avais aussi discuté avec une comédienne qui m'avait dit la même chose que toi, en fait, que voilà, elle sentait qu'il y avait besoin d'autre chose. Donc, de toute façon, le monde de demain sera très différent du monde d'aujourd'hui. Et donc, à nous de le créer et à nous d'y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. Et les artistes sont là pour transmettre, en fait. Je ne sais pas si on a perdu ça dans la dimension artistique, mais je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment revenir encore plus. Je pense que par l'art, en tout cas, on peut vraiment transmettre ce qu'on a envie de transmettre pour le monde. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'amener cette dimension artistique dans mon activité entrepreneuriale aujourd'hui, parce que je pense que c'est un super outil, levier, tout ce que tu veux, pour empuissancer nos messages, en fait, à partir de quelque chose de vrai, pas quelque chose de marketé, où on a l'impression de voir tout le monde fait la même chose, hein. C'est aussi ça qui nous pèse à tous, je crois. C'est comment est-ce qu'on peut retrouver notre dimension artistique, chacun pour être créatif dans notre communication, dans nos messages, dans nos manières de nous présenter et de transmettre ce qu'on a envie de transmettre. Ça aussi, c'est un super message. Tu le sais, c'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Là, tu parles de pas se copier. Et en fait, dans le milieu du business en ligne dans lequel on a évolué, il y a des thérapeutes qui sont là depuis très longtemps. Et quand on est là depuis très longtemps, on a quand même son empreinte énergétique, sa signature d'accompagnant qui est définie. Et là, il y a une émergence. C'est normal, on va de plus en plus vers une société où il y a des accompagnants. D'ailleurs, je dis thérapeute, mais c'est pas accompagnant, c'est artiste, créateur, enfin, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. Et quand on commence en quelque sorte un nouveau métier, parfois on peut être tenté de se raccrocher à l'identité d'autres personnes et on va perdre sa fibre artistique. Et quand on perd notre fibre artistique, parce que la fibre artistique, pour moi, c'est ça, c'est le point de reliance à notre âme, en fait. On finit par être dénutri de l'intérieur et on va reprocher aux autres ce qu'ils font, on ne sait plus qui on est, etc. Alors que le lien, vraiment, c'est de revenir à l'intérieur de soi pour clarifier son message, ne pas se perdre et continuer, tout à l'heure tu parlais de joie, continuer à œuvrer dans la joie et à sortir de « je dois faire des chiffres, je dois faire tout ça », mais continuer à œuvrer depuis cet espace-là. Comment tu le vis, toi, aujourd'hui, du coup, cette renaissance entrepreneuriale par rapport à ton chemin d'avant, ou le chemin où tu as dit stop, je veux plus cheminer comme ça, mais aujourd'hui j'ai envie d'œuvrer différemment en réintégrant la part artistique encore plus. Déjà, j'ai à nouveau envie d'y aller, chose qui a mis du temps à revenir, tu vois, cette notion de désir qui n'était plus là du tout. Perte de désir, perte de sens. Hein. En fait, je vois qu'aujourd'hui, enfin, je crée parce que je suis en joie de créer ce que je crée et que ça m'anime tellement. Et je ne suis plus dans une course à l'argent. Et en fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie dans ma posture de business coach où la priorité, c'était quand même la course à l'argent. Et non plus la conséquence, en fait. Or là, je suis à nouveau dans un flow où ce que je fais me met tellement en joie et m'anime tellement et m'inspire et que j'ai la foi et la certitude que c'est juste et donc que la manifestation dans la matière est la conséquence de ça. C'est plus mon focus en fait. Et c'est aussi possible parce que je me sens en sécurité à l'intérieur. Je reviens à cette notion de sécurité, mais elle est essentielle en fait. Tant qu'il y a des manques
mais ça peut être des carences affectives aussi. Enfin, tant qu'il y a un manque et une insécurité en soi, c'est compliqué en fait de sortir. Tu sais, c'est la pyramide de Maslow avec les besoins de base là. Tant que ça c'est pas nourri, en fait, c'est compliqué d'aller chercher les étages d'après. Donc ce besoin de sécurité, il est hyper important. Donc comment est-ce que chacun peut nourrir ça pour se sentir en sécurité quoi qu'il arrive en fait. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, je me sens en sécurité. Je sais que je rebondirai toujours et donc la vie ne me proposer que des choses magnifiques en fait à expérimenter. Parce que j'ai cette base solide en fait, cette foi dont je t'ai parlé au tout début et cette sécurité en moi. Merci pour ce que tu partages. J'ai envie de dire pour toutes les personnes qui écoutent que si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur ce sujet, et notamment de la course à l'argent, il y a le podcast avec Fabienne Dupuige, donc qui existe sur le podcast Journal d'une CEO spirituelle. Il y a le podcast avec Fabienne qui s'appelle Manifester, je crois, de l'argent avec justesse ou avec la justesse du cœur. Je ne sais plus exactement, mais vous allez le retrouver. Où elle dit que c'est important de remettre l'argent à sa place d'outil. Uniquement et qu'il n'est pas, c'est pas lui qui va guider notre vie. C'est l'argent, il va suivre nos désirs, mais c'est pas lui qui va guider notre vie. Et en fait, tout ce que tu évoques là, donc Fabienne qui a créé l'école de l'argent, elle le partage et c'est un vrai chemin en fait pour tout le monde de l'intégrer, mais au moins d'avoir conscience que l'argent ce n'est pas le problème, qu'en fait le vide il est ailleurs. C'est déjà la première étape, parce qu'après on arrête de dire tout le temps non mais c'est parce que là il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais juste, donc merci d'en parler. C'est un vaste sujet. C'est un sujet passionnant, l'argent. C'est un sujet, c'est un chemin vraiment passionnant aussi, de cheminer sur l'argent. Ouais. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager quelles sont les personnes inspirantes pour toi aujourd'hui dans le business qui intègrent leur part artistique, que tu vois et qui sont une source d'inspiration? Ouais. En fait, ce qui me vient spontanément, naturellement, c'est Céline Bourra, parce que je la suis depuis plusieurs années. J'ai eu la chance de faire un accompagnement avec elle en 2016 et qu'elle m'inspire énormément. Il y a toujours eu cette part artistique dans sa vie et plus elle avançait, plus je la voyais assumer encore plus ça en fait, tout en travaillant avec des entreprises, en travaillant sur l'image de marque, etc. Donc il y a quelque chose qui est hyper inspirant en fait dans sa posture. Ouais, j'aime vraiment sa manière de communiquer en fait, très très simple et très. Et puis après, dans quelqu'un qui travaille aussi sur la créativité, c'est Manon Lavoie avec M comme muse. J'aime beaucoup aussi son énergie et le choix qu'elle a fait de mettre la créativité au cœur de sa vie et de son business. C'est-à-dire que on n'a même pas l'impression qu'elle fait du business en fait. Et pourtant c'est super bien fait. On a un très, très bel écosystème. Mais je dirais que ça se voit pas. Et ça, c'est réussi. Voilà, pour moi, c'est réussi. Top, merci. Est-ce que tu peux nous repréciser les dates pour ta résidence artistique prochainement, le lieu, les dates pour les personnes qui seraient intéressées? Oui, alors c'est du 15 au 18 décembre. C'est à 1 heure de Bordeaux, dans un lieu qui s'appelle la Maison Welcome, au nord-est de Bordeaux. Donc c'est arrivé le vendredi en fin de journée et puis ça se termine le lundi vers midi. Et le lieu est super beau pour prendre du temps pour soi aussi, se ressourcer. Voilà, il y a vraiment cette dimension de bien-être qui est très présente aussi. Donc un moment pour se faire plaisir sur tous les plans. Voilà. Je pense que si vous écoutez ce podcast après ces dates, donc là le podcast est en 2023, je pense que vous pouvez contacter Aurélia parce que tu auras plein d'autres propositions. Donc il pourra potentiellement cette retraite artistique aura lieu de nouveau, mais il y a plein de propositions qui vont émerger là. Donc allez-y, parce que si vous avez envie de cheminer sur cette voie de l'alliance amoureuse, à mon avis, tu vas créer plein de choses en fait. Là, il va y avoir un élan, donc
Donc, C'est allez-y. ça. Je suis en début de ma créativité, là. Donc, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter un message pour la fin? Ce qui me vient là, tu vois, de faire cet enregistrement avec toi, je me dis waouh, c'est chouette parce qu'il y a une vraie ouverture aujourd'hui dans le monde du business et de l'entrepreneuriat qui est de plus en plus visible et assumée. Et ça me fait énormément plaisir. En fait, je suis touchée en fait de me dire ça y est, on y est quoi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui. Donc merci de cet espace que tu offres et puis de ce que tu proposes, parce que je suis dans ton mastermind, effectivement, et j'adore cet espace que tu offres d'empuissancement aussi, voilà, au service de nos projets pour le nouveau monde. Mmh. Merci. Merci à toi d'y être. Toutes les personnes qui écoutent, vous devez vous rendre compte de la chance incroyable que j'ai. Moi, j'adore le Mastermind Shine, j'adore le niveau de puissance qu'il y a à l'intérieur, le niveau de liberté, d'unicité, on est nous, on essaye, on se teste. C'est un jeu, la vie, en fait, et on joue. Et je le disais récemment, mais je suis toujours hyper touchée, en fait, quand j'écoute vos parcours, parce que oui, j'ai cette sensation d'être entourée de prêtresses et de déesses. Et qu'est-ce que c'est bon, ce niveau de puissance, surtout entre femmes, tu vois, quand on sort de tous ces trucs de jalousie, etc. Après, on chemine vers la sororité. Et après, pour moi, il y a une élévation supérieure au-delà de la sororité qui est la coélévation, où chacune, on n'est pas là pour se soutenir dans les blessures. Là, on sort d'un truc qui est je prends ma place, je brille, on se coélève, on y va ensemble et on se montre et on y va. Et donc, je suis super contente que tu sois venue sur le podcast parce que pour moi, ton message, il est tellement précieux. Tu vois, il y a tellement de moments où tu as parlé, où j'ai mon corps qui vibre, où je me dis oh, enfin, mais j'en ai rêvé toute ma vie, que ton message, il est tellement important que de te savoir là, pour moi, je me dis, mais en plus, il y a plein de gens qui vont écouter le podcast, ça va nourrir. C'est hyper important. Voilà, donc un grand merci pour ta présence, pour ce que tu fais, pour ta contribution. Et à bientôt. Oui, à Merci à toi. bientôt. Merci.